Alors bonsoir, bienvenue ce soir pour une soirée conférence à l'école de méditation. Et ce soir, on accueille Clément Cornet qui vient nous parler de son livre. Et donc Clément Cornet, il est là depuis longtemps. Il est même le président de l'école. Et ça fait, en fait, il est là depuis le début de l'école. Et donc ça fait 15 ans maintenant qu'il travaille aux côtés de Fabrice pour œuvrer à délivrer un peu la méditation. Et dans ton travail, tu es masseur kinésithérapeute. Et de fait, du coup, tu as beaucoup travaillé à éclairer l'unité de la posture au fil des années. Et vous avez même fait avec Fabrice Midal un coffret qui s'appelle Habiter son corps et qui va découvrir vraiment comment réussir à avoir une présence corporelle quand on pratique. Et qui est un très beau coffret. Et ce soir, tu es là pour parler de ton livre, donc Mon petit voyage de méditation, qui vient étudier enfin regarder un peu les rituels et les postures qu'on peut présenter aux enfants, mais c'est aussi pour tout le monde en fait, pour toute la famille. Ça peut être aussi adressé aux parents, aux grands-parents, aux cousins. Enfin, c'est vraiment pour tout le monde. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours déjà, et puis et de ce qui t'a conduit à réaliser ce nouveau livre? Eh ben, d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une grande joie d'être ici ce soir. Euh, ben, je pense qu'il y a trois axes, si tu veux, de mon parcours. Le premier, c'est que j'ai été formé, je suis formé aux disciplines du Qigong, des arts internes chinois. Et c'est alors, juste en trois mots, qu'est-ce que c'est le Qigong? C'est au minima, on peut dire, ce sont enfin, vous connaissez bien entendu, mais au minima, ce sont des pratiques de santé, surtout pas une gymnastique, et puis des sagesses, des pratiques qui sont issues de sagesse millénaire, et les arts martiaux chinois internes, donc qui découlent du Qigong, euh, sont plutôt des voies chevaleresques. Souvent, quand je dis, moi je pratique les arts martiaux, tout de suite, les gens font un pas de recul, ils pensent à faire la bagarre, mais les arts martiaux, c'est beaucoup plus. Trungpa, il disait ça, Shogun Trungpa disait que les arts martiaux, c'est apprendre à être. Et c'est vraiment un apprentissage par le corps, mais d'abord et avant tout par le corps, de, du sens profond de l'agir, du sens profond de l'action. Euh, voilà, pour le dire simplement. Donc ça c'est le premier axe. Euh, le deuxième axe, c'est la méditation, comme tu l'as dit, où il est, il est clair qu'il n'y a pas de méditation si la méditation n'est pas corporelle. Voilà. Et donc ça, c'est une chose qui est apparue très vite dans mon chemin, d'abord moi-même par curiosité personnelle, mais aussi on a co-animé des séminaires avec Fabrice Midal sur cette question-là. Et ça nous a conduit effectivement à faire un coffret, c'est un guide de méditation euh, paru chez Audiolib en 2017, il y a 3 ans. Et en fait, c'était vraiment, ça venait du simple constat, c'est-à-dire que la méditation c'est tout simple, on est assis sur un coussin, sur une chaise, mais la question du corps est vraiment pose très vite problème. Et c'est pas du tout, ça demande vraiment un certain travail en tout cas pour l'apprivoiser. Voilà. Et ensuite, le troisième axe, c'est mon métier de masseur kinésithérapeute, euh,
qui est un métier qui est vraiment, enfin, qui est assez récent, hein, qui a une centaine, 150 ans, peut-être 100, enfin, oui, 100 ans, mais qui s'inscrit dans la grande tradition des soins corporels, au fond, partout où il y a humanité, il y a toujours eu des soins du corps. Voilà. Et disons l'axe, le fil directeur en fait dans ces trois axes-là, c'est ce qui m'a toujours vraiment questionné, c'est vraiment cette unité du corps et de l'esprit. Dans le bouddhisme, on dit le corps-esprit. Et c'est une question abyssale. C'est vraiment, moi, je dirais, une recherche que je mène depuis 15 ans. Et nous sommes. Enfin, c'est quand même très difficile à penser. On est tous d'accord très rapidement sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Mais l'incarner dans sa vie, le vivre pleinement et prendre la pleine mesure, ça demande vraiment un travail très, très profond. Voilà. Et alors, bien entendu, dans mon métier, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir d'un rapport segmenté, d'un rapport mécanique au corps. C'est-à-dire, comment ça se fait, par exemple, que vous avez deux patients qui présentent la même fracture, et le soin et la thérapie n'est pas du tout la même. La guérison se passe pas du tout de la même manière. Et on se rend bien compte qu'il y a absolument, en tout cas, nécessité de s'interroger sur le fait de soigner. Et dans le métier de kinésithérapie, ce qui m'intéresse de mettre en avant, c'est qu'il y a un potentiel de guérison dans le corps même. Voilà. Mais il faut réussir à entendre le corps pas comme un assemblage de deux membres inférieurs, deux membres supérieurs, un tronc, un rachis, etc. Mais qui a une unité profonde du corps et qui est finalement par là qui n'est pas distincte de notre vie, de notre existence au fond. Voilà, c'est ça disons le socle de mon approche. Et alors, ce qui est fabuleux quand on travaille avec les enfants, c'est que les enfants, ils vous le rappellent tout de suite. C'est-à-dire que quand au cabinet, moi j'ai des enfants, si on arrive avec son projet de rééducation qu'on va leur imposer, vous êtes sûr qu'on va droit dans le mur à la catastrophe. Un enfant qui arrive pour la séance et qui n'a pas envie de travailler, on n'arrivera pas à faire la séance. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup quand je travaille avec les enfants, c'est qu'il y a d'abord leur humanité qui est première. En tant que thérapeute, je dois d'abord me relier au fait que ce sont des enfants. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Voilà. Et je pense qu'on peut... Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans une cour de récréation, par exemple, je pense que ça n'échappe absolument à personne que les enfants sont en rapport de manière assez immédiate à cette dimension de vie et d'existence par le corps. La manière dont ils éprouvent leur corps, la manière dont ils vivent, en fait, en étant entièrement en rapport au corps. Voilà, donc c'est ça finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette forme d'accord entre notre existence et le corps, on peut dire aussi entre l'accord, entre l'esprit et le corps. Voilà. Alors, bien entendu, les enfants, ça c'est ce que j'écris dans l'introduction, les enfants nous avons tous eu, en tant qu'enfants, accès à cette dimension-là, mais il n'empêche pas que on peut aussi les aider à
cheminer, moi je dirais pour être davantage des enfants au fond. Parce que il y a tout un tas d'injonctions que les enfants, des pressions qu'ils se mettent eux-mêmes, qui viennent peut-être de l'éducation, de la scolarité, des injonctions qu'on leur donne, parfois par simple maladresse. Mais voilà, ça m'intéressait aussi de pouvoir leur présenter cette dimension de méditation. Oui, puis je trouve que c'est ce qui est frappant en fait, dans ton livre, c'est que tu as vraiment réussi à articuler à la fois une manière en fait, de permettre à ces enfants d'aller à la rencontre de leurs difficultés et de se rendre compte qu'en fait, ils vivent des difficultés dans leur quotidien et qu'on peut aussi les accompagner là-dedans. Et que la méditation, c'est pas un moyen d'instrumentaliser son corps, c'est pas un moyen de transformer en fait cette pratique ancestrale et comme on a un peu l'habitude de le voir, d'en faire un nouvel outil en fait qui pourrait les calmer ou quelque chose. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet axe-là? Oui, ça, c'est un des grands enjeux du livre. C'était vraiment, je voulais vraiment présenter une forme de méditation qui soit pas instrumentalisée, qui soit pas. Et c'est la manière dont on présente la méditation dans l'école. Qu'est-ce que ça pourrait être une méditation qui instrumentalisée? C'est une méditation, par exemple, qui est très restreinte, qui voudrait, par exemple, simplement calmer les enfants lorsqu'ils sont turbulents, les rendre plus sages qu'une image. La méditation est très très présente aujourd'hui, elle est présente aussi dans les écoles, mais il y a beaucoup de formes de méditation et parfois, je dirais c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de défendre une méditation qui va aider les enfants à grandir, qui va les aider à être davantage qui ils sont, et d'abord et avant tout des enfants. Et un enfant, nous avons tous été des enfants, parfois nous sommes... enfin, les enfants ont justement cette immédiateté de rapport au réel et aux émotions, et donc ils sont beaucoup moins lissés au fond que peut-être nous après, plus tard. Et moi j'étais assez horrifié, par exemple j'ai entendu qu'on donnait des cours de méditation dans des écoles à des enfants pour les plus turbulents pendant la récréation. Donc là c'est vraiment presque la forme punitive au fond. Donc offrir la méditation aux enfants, c'est leur faire découvrir un espace où ils peuvent se rencontrer au fond, où ils peuvent découvrir les ressources qui sont en eux. Moi, par exemple, enfin, c'est ce que nous connaissons et nous avons découvert dans la méditation, c'est vraiment ce changement de paradigme. Il y a un côté où on se pose, on se laisse être ouvert à un espace accueillant, bienveillant, qui accommode tout, et puis il y a une transformation, ça nous transforme. Et je vais raconter une anecdote parce que, alors je pense que je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça, et j'étais donc à l'école, on faisait des cours de gymnastique, et on avait un prof qui était un prof de judo, et alors il nous a fait faire un exercice qui, moi je pense qu'il s'est apparenté à peut-être quelque chose d'une forme de la danse Buto, la danse japonaise, enfin voilà, qu'on peut retrouver en tout cas dans des traditions comme ça, où on va rentrer en rapport à une énergie d'un animal, etc. Et donc il nous avait fait faire la tortue. Donc on était dans le gymnase, et la consigne c'était soyez comme une tortue, et donc adopter la lenteur de la tortue, etc., etc. Et le fait d'être au ras du sol, des pattes toutes courtes, tout ça.
Et c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment profondément marqué, parce que c'est vraiment, là, pour le coup, c'était le complet changement de paradigme. C'était pas du tout la gymnastique où on va chercher à être plus rapide, plus adroit, plus performant, parfois meilleur que l'autre, etc. C'était vraiment... Ça a comme ouvert une brèche. C'est-à-dire, on peut exister au monde en étant autrement que dans la réalisation effective d'un geste sportif, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Même si chez les enfants, c'est quand même modéré, mais en tout cas, c'est ça qui m'a frappé. C'était pas qu'on faisait un nouvel exercice, on changeait complètement de paradigme, ça ouvrait un autre rapport au monde. Et moi, en tant qu'enfant, ça a été un apprentissage très profond, au fond. Voilà, peut-être c'était ma première découverte de l'espace méditatif. C'est vrai qu'on voit dans ton livre qu'il y a un véritable projet éducatif en fait qui demande, enfin, qui a envie d'apprendre aux enfants à faire avec leurs émotions, à ne pas les éviter, à ne pas éviter leurs difficultés, et qu'au contraire, il y a vraiment quelque chose où qu'on peut les accueillir, on peut leur montrer que c'est possible de les accueillir. Et c'est une belle alternative que tu proposes, parce que même pour les parents, en fait, ça peut être très inspirant, ou même les profs, je pense. Et il y a quelque chose où, en fait, ça nous arrive d'être pris dans une éducation qui tend un peu à, voilà quoi, à un peu couper tout ça, à pas laisser droit à tout ça. Et il y a un petit peu ça dans la cour d'école. Faut pas trop pleurer si on est un garçon, faut montrer qu'on est fort, je sais pas, faut pas être triste en fait, faut pas rougir. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Et, et donc, j'aimerais bien que tu nous parles aussi un peu de cet aspect-là, quoi, de comment les aider à accueillir. C'est vrai que l'enjeu du livre, c'était vraiment je ne voulais pas réaliser un guide pratique. On a telle émotion, on fait ça, il nous arrive telle chose, on fait ça. Ça, pour moi, c'était très important, finalement, de ce que tu dis, c'est en fait de présenter l'approche méditative, en fait, ce qu'on découvre dans la méditation. Que le pouvoir extraordinaire de transformation qu'il y a dans la méditation, il ne peut se faire qu'à partir du moment où on rencontre en fait ce qui se présente. Et alors, disons, c'est toute la question qui s'est posée aussi quand on a toutes les questions que tu dis sur tous les choix qu'on a faits dans l'écriture du texte, parce que c'est assez compliqué. Ça a été beaucoup de travail. C'était quand même parfois, on a beaucoup travaillé sur quelques phrases, justement, de ne pas induire, on va dire, une certaine forme de jugement qui fermerait, mais au contraire, de pouvoir laisser la chose suffisamment ouverte pour que les enfants sentent, et qu'ils aient la confiance de rentrer en rapport, par exemple, à leur tristesse, effectivement, en fait, de se sentir nul, de sentir la frustration, et qu'il y a vraiment... c'est ce que nous montre la méditation, c'est que quand par exemple, il y a une énergie dans l'émotion qui peut se déployer à la mesure, comme je disais, qu'on la rencontre pour de bon. Et qu'en réalité, souvent, on ne se rend pas compte, mais on ne la rencontre pas. Et qu'il y a dans l'émotion, par exemple, une ressource même propre, quelque chose vraiment d'entièrement vivant, qui est au cœur de l'émotion. Voilà. Et donc après, moi j'ai choisi, effectivement, donc il y a 12 méditations différentes.
Et ça m'intéressait aussi parce que, tout d'abord, quand on a entre 5 et 9 ans, on peut s'asseoir 5 minutes sur un coussin, mais guère plus, et c'est suffisant. Et après, je pensais que c'était intéressant de montrer, donc c'est pas un guide pratique, c'est pas 12 méditations pour 12 cas bien précis ou 12 heures de la journée, mais c'est pour montrer plutôt la richesse et la diversité des différentes choses, c'est pas exhaustif, mais des différentes situations qu'on peut rencontrer, que les enfants peuvent rencontrer. Et alors le livre, il a été pensé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait, donc c'est un livre pour les enfants, mais il est aussi, donc il est adressé aux enfants, mais il est aussi bien entendu adressé, comme tu le disais, aux parents. Et moi, je suggère, dans la préface, dans l'introduction, c'est écrit que les parents le fassent aussi. Parce qu'il y a, à mon avis, quelque chose qui peut être vraiment très beau et ça, c'est vraiment le don de la pratique de la méditation, que de pouvoir offrir cet espace pour un parent à son enfant. C'est aussi lui permettre en fait aux deux de se rencontrer dans l'espace de la méditation. Et donc, c'est pas le parent qui sait quelque chose et qui va instruire quelque chose à son enfant, en tout cas dans ce cadre-là, mais c'est plutôt une expérience qu'ils vont partager, tous les deux. Et moi, ça me paraît très intéressant parce que quand on est thérapeute, c'est absolument clair que c'est une expérience qu'on fait tout le temps. Et la méditation est vraiment un outil très précieux parce que, comme je disais, moi je travaille avec des enfants, les enfants arrivent, et puis ils ont leurs chagrins, ils ont leurs bobos, ils ont leurs histoires, et puis ils arrivent chez le kiné. Bon, alors il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Et comment on fait quand on est thérapeute? Et ça, c'est vraiment le cadeau de travailler avec les enfants, c'est qu'ils vous imposent de penser la chose. Et la première chose, c'est que on est obligé de se relier à eux. Voilà. Il faut prendre la température de comment ils se sentent, mais aussi de se relier à eux comme des êtres humains, au fond. De quoi ils ont... Enfin, on est obligé de prendre en compte l'entièreté de qui ils sont. Et donc ça, c'est vraiment l'approche méditative. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, c'est que finalement, à la mesure où on s'ouvre à ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les enfants qui nous enseignent. En tout cas, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai faite, souvent, c'est que finalement, c'est souvent les enfants eux-mêmes qui me disent par où il faut aller. Voilà. C'est vrai qu'ils ont une certaine spontanéité en plus et une franchise. Une franchise, voilà, absolument, et puis un côté complètement implacable. Donc, si on a un projet qui est trop... Enfin, qui reste dans la dimension du projet trop volontaire, ça va marcher une fois, deux fois, mais après, on se heurte assez vite à des murs et à ce moment-là, la séance est foutue. Donc l'enfant se met à pleurer et puis c'est lui qui a gagné. Donc, c'est lui qui a gagné. On a tout perdu plutôt. Voilà. Et donc, voilà. Mais pour revenir simplement sur la méditation, parce que finalement le livre, il est quand même d'abord et avant tout, c'est d'abord un livre qui s'appuie sur des postures. Donc c'est vraiment une présentation de la méditation, mais à partir du corps. Et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en tant que thérapeute, en tant que masseur kinésithérapeute, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment qu'il y a un pouvoir, enfin une capacité, une possibilité de guérison par le corps même. Il y a des ressources qui sont dans le corps même, auxquelles nous prêtons assez peu attention. Et parfois, même juste le fait d'y penser, ça nous paraît une idée un peu saugrenue.
Et ça, c'est pour des raisons vraiment très profondes, qui sont les mêmes raisons qui expliquent la difficulté qu'on a de rentrer en rapport au corps dans la méditation. Simplement rester immobile, assis, le dos droit, ça peut être vraiment très très compliqué. Et sans être vraiment, enfin, sans rentrer trop dans les détails, mais notre temps est quand même marqué par une coupure de l'expérience. On a vraiment une grande difficulté à rentrer en rapport de manière juste phénoménologique, c'est-à-dire juste d'être à l'écoute de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit, simplement pour la chose même. Et on est très vite tenté d'élaborer tout un tas de choses. Par rapport au corps, on est très vite tenté d'avoir d'utiliser, on utilise son corps, ou bien on s'en occupe énormément, mais c'est très difficile de penser que le corps est un champ de résonance en fait de notre existence et notre humanité. Et par exemple, je vais dire comme ça des choses un petit peu comme ça, mais là, je suis en train de me former en formation continue en kinésithérapie. Et c'est intéressant parce qu'on s'est présenté. Et donc, il y a des gens, certains de mes confrères qui étudient les neurosciences, la psychologie. Et c'est quelque chose qui est très valorisé. Et moi, je ne suis pas du tout contre, mais ça m'interroge toujours. Parce que je me dis, au fond, on a un métier qui est absolument merveilleux, qui est tourné vers le corps. Et pourquoi, moi ça m'interpelle, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'y associer des neurosciences ou une approche de la psychologie, par exemple? Parce qu'au fond, la psychologie, c'est un autre métier, qui est fabuleux par ailleurs, mais qui n'a absolument rien à voir avec la kinésithérapie. Voilà. Et j'ai bien conscience que ça, dire ça, c'est quand même, je dis ça comme ça, enfin comme ça, mais c'est pas un petit morceau, mais c'est ce que, en tout cas, la méditation, en tout cas moi, m'a apprise. Et voilà, peut-être ce que je voulais dire ce soir, c'est que simplement, on a du mal à penser simplement comme ça, par exemple. Pas que le corps serait un espace de guérison plus important, mais en tout cas qu'il peut être un espace de guérison. Voilà. Et à travailler avec des enfants, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce qu'ils ont une très grande souplesse et malhabilité. C'est comme ça qu'on... Malléabilité. Ouais. Et que parfois, en faisant des exercices très simples, en faisant simplement en les faisant en fait réhabiter leur corps, il y a quelque chose qui se guérit complètement. Et quand ça se passe, c'est assez magique. Voilà pour... c'est ça que je veux pointer, c'est que c'est une énigme. Pour nous, c'est une énigme. Parfois, je parle de mon métier et j'ai parlé à une personne qui ne connaît pas du tout la méditation, qui m'a demandé ce que je faisais et que je lui expliquais que je faisais des soins aussi, qui sont vraiment une manière de retrouver une intégrité corporelle, de retrouver une présence corporelle. Et quand je lui ai dit présence corporelle, je l'ai vu me regarder avec des yeux grands ouverts et j'ai bien vu que c'était pour elle ça ne parlait absolument pas. Et je crois que, mais c'est tout simple, la présence corporelle, c'est la qualité de présence qu'on découvre dans la méditation, qui est une qualité de présence que tous les êtres humains ont et qui se déploie juste simplement puisqu'on
on s'assied, on écoute, on se fout la paix, et il y a notre humanité qui se déploie. Ou pour le dire tout simplement, quand on va pas très bien, on peut quelqu'un qui nous est cher peut venir nous voir, et simplement par la qualité de présence qu'il a, simplement par sa présence, il y a quelque chose qui peut se transformer. Voilà. Donc c'est ça un petit peu l'ambition de ce livre. Je me permets de revenir un peu sur ce livre parce que on voit vraiment ton éclairage, mais aussi on voit c'est un très beau livre, quoi. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu du travail que tu as pu entreprendre avec l'illustratrice pour faire ce livre. Ça, tu as raison, c'est un point très très important. J'en ai pas parlé encore, et donc on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé avec les éditrices de chez Grund, et puis on a beaucoup travaillé avec Kabuki. Et ça, c'est un peu les hasards et la magie des rencontres de la vie, c'est-à-dire que moi, je suis allé voir les maisons d'édition, présenter le projet, et puis Kabuki est apparu. Et il se trouve qu'on a eu la mission de coécrire, on est co-auteur donc, sur le livre. Kabuki, c'est une personne qui est illustratrice et qui s'est consacrée ces dernières années au livre sur les émotions pour les enfants. Et ça fait longtemps qu'elle travaille pour les enfants, mais elle a accentué cette approche ces dernières années. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup, le bonheur que c'était de travailler avec elle, c'est que je ne sais pas comment elle a fait, parce qu'elle a vraiment, entièrement intégré l'esprit de chaque posture. Et ça, c'est quand même assez miraculeux pour moi, parce que chaque posture a une tonalité particulière. C'est une tonalité. Il y en a une où on sent de la force, il y en a une qui nous apaise, il y en a une où on sent la vigueur. Tout va bien, Franck? Oui. Et ouais. Et donc d'abord, elle a un univers qui est absolument extraordinaire, qui est absolument, vous allez voir, ce qui est absolument, je vais vous en montrer après, qui est absolument poétique, qui est absolument la dimension imaginaire et le monde de l'enfance. Et en même temps, c'est ça. Elle a su aussi réussir à présenter chaque accent, chaque tonalité de l'accord de ces postures-là. Voilà. Donc c'était vraiment une grande joie que de travailler avec elle. Et c'est vrai que la partie du texte, des méditations, moi je voyais à peu près comment faire, mais la partie illustration, j'en avais absolument aucune idée. C'était même pour moi mais un enjeu vraiment important, parce que ça c'est tout le travail aussi avec les éditrices. Comment est-ce qu'on va rendre en livre la méditation? Voilà. C'est vrai que sur la manière dont il est construit, le livre, en fait, il y a une page sur la gauche où on voit vraiment la posture canonique. Et puis ce qui est assez impressionnant, c'est que sur la droite, elle reprend ça, mais il y a quelque chose, pour le coup, on parlait d'habiter son corps tout à l'heure, et il y a ça, quoi. Il y a vraiment... je pourrais vous montrer, mais tout à l'heure, tu montreras des diapos. On va les projeter, oui. Et ouais, ça, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça articule justement la dimension de présence corporelle et la manière dont en fait l'enfant il va
il va apprendre à librement en fait, habiter son corps, à se relier à cette posture. Et il y a à la fois la posture à gauche, et puis à droite, il y a quelque chose un peu de l'imaginaire en fait, qui revient de l'enfant. Absolument, oui. Je vais montrer comme ça, mais bon, je ne sais pas. En fait, les doubles pages, elles sont construites de la même manière. Et par exemple, là, donc, celle-ci, c'est J'embrasse la vie comme un tournesol. Et donc, il y a une petite mise en situation. Un peu pour, on avait vraiment à cœur que les choses soient vraiment en rapport à la vie quotidienne et très concrètes, pas du tout rêvées. Donc, il y a une petite mise en situation. Et ensuite, la page de gauche, c'est vraiment le cadre de la posture. Donc, quand on présente la posture quand on présente la méditation dans l'école, il y a toujours un moment où on présente la posture et on donne un cadre, qui est un cadre un peu technique, mais technique, c'est très mal dit. Précis. Voilà, c'est vraiment la précision qui va permettre de structurer les choses. Et ça, par exemple, ça c'est Kabuki qui a eu l'idée absolument extraordinaire de faire des schémas comme ça, de mettre des flèches et de disposer comme ça dans l'espace. Voilà, donc, et puis on a beaucoup travaillé sur la justesse des postures, sur chaque point, etc. Et voilà, donc ça c'est un certain temps pour s'approprier la posture. Et puis ensuite, mais c'est la même posture bien entendu. Ensuite, évidemment, il y a cette dimension complètement poétique, complètement imaginaire. En fait, c'est laisser résonner le champ de présence. Et là, alors, là on voit vraiment, on y est absolument entièrement. Voilà, et j'en profite pour dire que ça, c'est une chose qui m'a beaucoup... quand on a construit le livre, on s'est posé des questions, et moi j'avais beaucoup à cœur qu'il n'y ait pas un seul enfant. Donc le livre, c'est l'histoire de 2 enfants, Max et Luna. Et pourquoi j'ai voulu ça, disons, qu'ils soient à 2 en fait dans des pages de droite, c'est vraiment pour montrer la dimension relationnelle de la méditation. Et que vraiment de montrer que la méditation, c'est rentrer en rapport à soi, rentrer en rapport au monde, mais aussi rentrer en rapport aux autres. Et que c'est pas du tout une manière comme on l'entend parfois, de se regarder le nombril, de se couper du monde, de faire le vide dans sa tête. C'est pas du tout. On voit bien que c'est pas du tout ça qui est présenté. Voilà. Donc un grand merci à Kabuki pour cette riche collaboration. Et je trouve aussi ce qui est assez fort dans ce livre, c'est que donc on sent que c'est adressé aux enfants, mais en fait, il y a des choses qui nous parlent directement. Et moi, je vois dans ma pratique, il y a des choses où en fait, ça nous parle en fait, très directement. Quoi. Il y a des pratiques, là tu l'as dit, il y a le tournesol, mais il y a un moment où il y en a une qui s'appelle la douche de joie. Et en fait, il montre comment on peut se mettre dans une posture et on se prend une douche en fait, de joie. Et je trouve qu'il y a des choses comme ça où je ne sais pas comment l'arbre peut aider à surmonter la peur, et on sent bien l'arbre, ça parle aussi très directement. Et du coup, franchement, un grand merci parce que c'est sûr que ça parlera aux enfants, mais en fait, ça nous parle aussi très, très directement, quoi. Et j'aimerais bien, si tu veux bien, peut-être nous faire un peu découvrir quelques postures pour qu'on expérimente ça aussi. Ben, oui, absolument. Avec plaisir. C'est un livre qui est destiné aux enfants, mais c'est aussi un livre qui est destiné à notre esprit d'enfance. Et on peut dire à l'esprit du débutant aussi, dont on parle souvent quand on présente la méditation, que quand on médite, il ne s'agit pas de devenir un expert en méditation, et que l'esprit du débutant, il contient beaucoup de possibles. Et je crois qu'il y a vraiment un lien entre l'esprit du débutant et l'esprit d'enfance. Voilà. Alors, effectivement, je vais vous montrer
quelques images. J'ai enlevé le texte en fait pour pas que pour, pour pas vous pour pas qu'on se mette à lire en fait tout simplement. Et, on va projeter des images. Donc ça c'est la posture, voilà, la description de la posture de la page, la première. Donc c'est vraiment le grand classique que vous connaissez tous. Et donc c'est assis sur mon coussin, je m'amuse à être présent. Et ce que je vous propose, c'est que vous le fassiez. Je vais vous guider. Et vous pouvez le faire chez vous aussi, si vous voulez. Donc c'est vraiment très simple, hein, vous avez vu, c'est je m'amuse à être présent. Donc il n'y a rien à réussir, rien à accomplir. C'est comme un jeu. Donc la posture, bah, vous voyez Max. Il a la tête bien droite. Et il regarde comme vous à 1 mètre devant lui, devant vous. Son dos est droit dans l'alignement de la tête. Et il est assis au centre du coussin. Les jambes croisées. Et juste vous découvrez le bonheur de ne rien faire. Juste vous vous réjouissez de vous tenir droit. Alors je vais vous montrer la double page qui correspond. Donc vous pouvez sentir juste vous garder la même attention, la même simplicité. Et vous pouvez par exemple écouter, commencer par écouter tous les bruits environnants. Le bruit des voitures, le chant d'un petit oiseau. Et ensuite, vous pouvez sentir la présence de votre corps posé sur le coussin. Vous sentez que vous êtes pleinement là. Et puis dans un troisième temps, vous sentez votre respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. Pensez vraiment que c'est comme un jeu. Vous partez à la découverte.
quatrième point, la quatrième force. Vous portez juste attention à une dimension ouverte. Ouverte en vous, ouverte autour de vous. Une dimension qui est très accommodante, qui vous permet d'accueillir, de rencontrer tout ce qui survient. Voilà. Donc là, on a une description, j'ai fait une description de la méditation telle qu'elle est présentée dans le stage 1, qui est la méditation des 4 forces. Voilà. Donc voilà, si vous ne pratiquez pas sur un coussin, enfin ça c'est absolument égal si vous pratiquez sur un coussin ou sur une chaise, ça change absolument rien. Mais voilà, la proposition en tout cas, c'est sur ma chaise, je deviens un héros. Et si vous êtes sur une chaise ici ou chez vous, bah, vous pouvez le faire. Et l'important dans cette posture, c'est vraiment sentir vraiment une force comme à l'intérieur qui vous redresse. Voilà. Quand on devient un héros, on devient un héros parce qu'on sent la vaillance, toute la verticalité qui nous habite. Donc, je vais tout de suite passer à la double page. Voilà ce que ça donne. Donc, on va le faire quelques minutes. Si vous êtes sur un coussin ici, vous pouvez aussi vous le faire, bien entendu. Donc, prenez le temps, vous êtes assis sur la chaise et vous sentez, vous posez vos mains sur vos cuisses et vous sentez vraiment toute la verticalité. Il y a comme la méditation, c'est vraiment une forme de proclamation de notre existence. On ne s'excuse pas d'être. C'est pas qu'on prend toute la place, qu'on écrase les autres, mais il y a une dignité très puissante dans notre humanité. Et vous pouvez imaginer, vous êtes sur un trône, comme un prince ou une princesse. Vous avez une couronne sur la tête. Vous avez des habits étincelants, comme Max et comme Luna. Et vous pouvez sentir complètement digne, entièrement digne. Il y a comme des rayons du soleil qui viennent vers vous, qui rentrent en vous.
Et alors, je ne vous en ai pas parlé, mais dans le livre, il y a un petit oiseau qui guide les enfants. Et il dit, on le voit là dans l'image, à côté du chat avec la couronne, et il dit, moi aussi, parfois, je me sens très digne et étincelant quand le soleil illumine mes plumes. Elles brillent et cela me donne de la confiance. Et toi, qu'est-ce qui te donne de la confiance? Donc ça, c'est une présentation pour les enfants du stage 2. Bonjour et merci Clément. Je suis très contente d'être ici ce soir. Et donc j'ignorais que tu avais écrit. Donc c'est une belle surprise. Je suis. Ben oui, ça me parle parce que même si c'est les enfants qui t'ont inspiré et qui te disent la vérité, moi je me sens entièrement concernée. Donc j'ai hâte de me l'offrir. Et la question concerne ce que tu dis sur la ressource, les ressources qu'il y a en nous, enfin dans notre corps, et que le corps, qu'on peut guérir par le corps. Et moi, ça me... Alors je ne sais pas si j'ai déjà expérimenté cela parce que on est en France et les médecins ils prescrivent beaucoup de médicaments. Alors, si on peut aller mieux alors je ne sais comment, enfin, pas simplement en habitant, moi j'habite mon corps, mais ce que tu me dis là, quand tu dis il y a des ressources dans le corps, j'aimerais que tu me dises, est-ce que c'est toi que je vais devoir aller consulter? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, la première chose, je pense que c'est vraiment, c'est l'occasion de le dire. En fait, c'est absolument formidable parce que toi, tu as l'expérience de la méditation et donc tu pourras la transmettre aux enfants qui sont autour de toi quand tu leur offriras le livre. L'expérience que tu as va te permettre en fait va permettre que tu leur fasses faire l'expérience beaucoup plus aisément. Et ça, c'est le premier point par rapport à ta question. En fait, ce qui est très important de dire, c'est que nous souffrons d'être coupés du corps. Et c'est une souffrance souvent qui est vraiment qui est pas dite et qui n'est pas vécue, qui n'est pas connue. Par exemple, quand on présente la méditation comme pleine conscience, on ne se rend pas compte du dégât en fait que ça occasionne. Je parle pas de la manière dont c'est transmis dans la pleine conscience, mais en tout cas, juste simplement le terme. Parler de pleine conscience, ça signifie en fait qu'il n'y a pas de corps. Et c'est quand même très 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 symptomatique que ce qui est mindfulness en anglais soit devenu pleine conscience en français, et que c'est vraiment... là, il y a une impossibilité. La conscience, elle est dans l'espace intracrânien, entre nos deux oreilles, et la conscience, elle exclut le corps. Donc, par exemple, quand on vient chez le kiné vous dit « faites quelques pas, je vous regarde marcher », les gens ne marchent... Enfin, tout de suite, dès qu'ils prennent conscience de comment ils marchent, la marche devient quelque chose qui est automatique, devient très difficile. Et donc ça court-circuite complètement le rapport vivant au corps. Et pourquoi la conscience exclut le corps? C'est que la dimension du corps, elle est première. La dimension du corps, elle est en rapport elle est tout de suite en rapport au présent de notre vie.
parfois notre corps, il est il est beaucoup plus à même, beaucoup plus au courant de ce qui nous arrive, de l'état dans lequel on est. Et penser la méditation comme un état modifié de conscience, c'est presque une injonction, une impossibilité en fait de rentrer dans une dimension pleine et entière de la méditation, qui ne peut être, enfin, une méditation qui n'inclut pas le corps et une méditation qui se passe entre nos deux oreilles. Et on souffre de vivre entre nos deux oreilles. Et donc j'ai beaucoup parlé de l'apprentissage et du travail que les enfants ont à faire, mais nous, qui ne sommes plus des enfants, c'est ça que la méditation nous apprend beaucoup. Quand je parle du déploiement de la présence, c'est ça, c'est qu'en fait, habiter son corps, il y a un vrai travail à faire. Et je pense par exemple, la période du confinement nous a montré ça. Comment le fait d'être privé d'un geste élémentaire, d'une accolade, d'une bise ou de serrer la main, nous coupe de notre humanité. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question, mais voilà quelques éléments de réponse. Quand je parlais de guérison, je ne veux pas dire que enfin, tout se guérit, enfin, c'est pas du tout ça que je dis. Hein. Mais nous souffrons pour des raisons en fait qui sont très profondes, qui sont plutôt liées, qui ne sont pas des raisons psychologiques, qui ne sont pas des raisons sociales, qui sont beaucoup plus liées à l'histoire de la pensée et qui sont liées à la manière dont nous sommes pétris par la métaphysique depuis Descartes, même si Descartes a dit des choses fabuleuses sur le corps, il n'a pas uniquement dit le corps mécanique, mais il a dit quand même des choses très belles sur le corps. Mais en tout cas, dans l'histoire de la pensée qui nous façonne, en fait, que nous soyons philosophes ou pas, mais occidentaux du XXIe siècle, nous sommes absolument pris par ce système de pensée, par cette manière de concevoir, et que ce que je dis au début, on dit oui, d'accord, bon, d'accord, le corps n'est pas séparé de l'esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire de réellement penser la chose, de penser deux choses qui sont distinctes et en même temps qui forment une unité? On a énormément de mal à penser ça. Et donc quand on dit la conscience, malheureusement la conscience, c'est la méditation justement, c'est la dissolution de la conscience. On apprend justement à pas se regarder faire. Si on se regarde méditer, on ne médite plus. Si on se regarde marcher, on se fait un croche-patte. Voilà, donc peut-être de manière très générale, on peut dire que rentrer dans un rapport non plus de défiance, mais au contraire de confiance dans un champ qui est une énigme, en fait le corps est quand même une certaine énigme, et contient une richesse inépuisable, il y a quand même à ce moment-là, peut-être il ne faut pas parler de guérison, mais en tout cas de grande santé. Quand on fait un stage de méditation, on voit bien notre être au monde est complètement... La méditation, c'est assez dingue. On s'assied sur un coussin, on prend une certaine posture. En général, c'est assez difficile. Et puis la session se termine et notre rapport au monde est complètement différent. On voit les couleurs différemment, les goûts sont différents, l'environnement est différent. On voit plus les arbres, la pluie chante autrement. Voilà. Oui, bonsoir Clément. Euh, ce que tu dis, effectivement, quand tu insistes sur le fait que le corps, c'est l'espace de résonance de l'existence et que c'est par le corps qu'on peut accéder finalement à une forme de vérité, entre guillemets.
dans le sens pas se départir de tout notre fonctionnement mental qui nous déforme la réalité. Et le corps rappelle le réel, finalement. Et ça me fait penser à tout le travail qu'on mène en tant que pratiquant, lorsque, par exemple, lorsqu'on ressent une émotion, au lieu d'essayer d'intellectualiser et de psychologiser sur cette émotion, on essaie de ressentir tout simplement quelle est la résonance dans le corps de cette émotion, où ça se passe. C'est un peu la pratique des embrassements. Et du coup, c'est vrai que ça change tout, parce que je trouve que ça permet d'entrer véritablement dans la relation par le corps à cette émotion, et qu'on accède à quelque chose qui est finalement source de guérison quelque part. Je ne sais pas, ce que tu dis là m'évoque aussi cette expérience-là qu'on peut faire dans comment toucher ces émotions à travers leur manifestation dans le corps. Est-ce que tu as une question par rapport à ça ou... C'était plus une réaction, Ouais. par rapport à ce que tu dis, ce que ça peut m'évoquer, mais comment est-ce que toi, quand tu parles, comme tu as parlé du corps, Ouais. tu fais aussi le lien avec ce travail sur les émotions à travers la manière dont elles prennent forme dans le corps même. C'est ça, ce qui est... disons, le corps est une voie d'accès. Moi, voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Après, je veux pas, ça n'est pas la seule. On peut, enfin, il y a plein de... Mais en tout cas, on a besoin du corps puisque si c'est pas incarné, effectivement, ça reste un peu... L'expérience est un peu restreinte. Voilà. On peut connaître tous les cépages de la France entière et tous les vins de toutes les régions, de tous les climats, etc., intellectuellement, avoir une certaine érudition, mais si on n'a jamais goûté un vin, on n'en fera pas l'expérience. Voilà. Après, il ne suffit pas de le goûter pour en faire l'expérience, mais disons, c'est ça que je vais essayer de dire, quoi. Que c'est juste pas la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a comme un champ de résonance. C'est comme le corps devient comme un instrument et qui finalement permet à la chose de se déployer. Et après, ce qui est intéressant, on voit dans la méditation, c'est que parfois ça nous permet aussi de sentir plus finement. On a une idée de quelque chose qui se passe, etc. Mais en le laissant résonner pleinement, eh ben, il se découvre un petit peu autrement. Parfois, ce n'est pas exactement ce qu'on avait pensé, etc. Et par là même, on découvre aussi toutes les ressources qu'il y a aussi en nous, pour répondre à ça. Et dans la thérapie, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'écouter ça, et on va juste aiguiller, en fait, dans cette direction-là. Voilà. Mais c'est une autre connaissance, c'est une connaissance peut-être plus que nous apprend la méditation, que l'érudition finalement est assez restreinte, même si elle peut être fabuleuse par ailleurs, mais il y a une sagesse, il y a une connaissance du savoir-faire de l'artisan, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont... Aujourd'hui, on vit dans un monde d'experts. Les experts qui sont les érudits, qui vous disent tout sur tout, comment penser, etc.
mais est-ce qu'ils font l'expérience de la chose? Voilà. Le métier de thérapeute, de kinésithérapeute, d'artisan de la thérapie manuelle, par exemple, ou de tous les artisans, il y a un savoir très profond dans le geste des métiers manuels, par exemple. Voilà. Et c'est ça que j'essaye un petit peu de montrer. Et juste pour terminer, c'est la manière dont on présente la méditation dans l'école, c'est vraiment à partir de cette entente-là. Et Shogun Trungpa, lui, a parlé de la méditation comme l'art d'être humain. Merci beaucoup, Clément, de nous... de nous offrir ce livre. Donc c'est pour ceux qui veulent revoir le titre, c'est Mon petit voyage de méditation. Et un grand merci parce que ça va être super pour les enfants, mais on peut l'acheter pour la part de notre esprit qui est encore esprit-corps, qui est encore enfant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.